Donc, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter ma collègue et chère amie Federica Locatelli, qui est à présent professeure associée de littérature française à l'Université de la Vallée d'Aoste et à l'Université de Milan. Donc, beaucoup de biodiversité aussi géographique dans les lieux de travail de Federica. Alors, Federica s'est occupée en particulier de poésie française, de poésie symboliste et moderne. Et en particulier, elle a analysé les aspects stylistiques et rhétoriques du texte poétique. Donc, je suis très content de la présenter parce que jusque-là, on a eu pas mal de communications portant sur la poésie et donc je suis tout à fait content de cet aspect. Elle a travaillé en particulier sur la poétique de Baudelaire, de Mallarmé et sur celle d'Apollinaire. Elle s'est aussi intéressée à la production dramaturgique, donc au théâtre du XXe siècle. Elle a traduit aussi Les Mamelles de Tirésias et La Petite Sirène de Yourcenar. Parmi ses ouvrages, Une figure de l'expansion, La périphrase de Charles Baudelaire et Les Alpes, singulier spectacle, donc un recueil, une anthologie commentée de textes concernant justement les Alpes, très éco-poétique ou éco-poéticienne plutôt. Donc merci à Federica, donc je vais lui donner la parole, mais je dois d'abord partager mon écran pour l'aider. Donc juste un instant. Voilà, donc ça va arriver. Et voilà, c'est ça. Merci Bénédicte, merci David de m'avoir invité aujourd'hui à l'occasion de cette journée consacrée à la biodiversité, concept sur lequel je voudrais réfléchir avec vous à partir d'une perspective littéraire, plus spécifiquement en analysant des passages des récits de voyage de Théophile Gautier. Parmi les différents genres littéraires, le récit de voyage se caractérise entre tous par une étonnante hétérogénéité. D'abord par sa forme, journal intime, correspondance, mémoire, biographie factuelle ou romancée. Cette diversité peut être liée également aux intentions motivant le voyage ou encore au statut et à la profession du voyageur-narrateur, et aussi des voix qui composent sa polyphonie. Elle est fonction, enfin, de l'interpénétration de réalisme et d'imaginaire fusionnés dans et à travers l'écriture. Malgré l'hybridité du genre qui résiste, disons, aux tentatives de catégorisation, il existe un rapport, je dirais, congénital, une relation homologique entre le voyage, l'écriture et la lecture. Plus précisément, le fil rouge qui réunit cette triade, et particulièrement dans le siècle des voyages d'écrivains, consiste en un désir d'ailleurs, d'autres, d'extraordinaire, de diversité et, si l'on ose le mot, de biodiversité, à concevoir comme une variété biologique tant dans l'ordre de l'humain, race, mœurs, coutumes et costumes, alimentation, pratiques culturelles, et d'une manière générale tout ce qui est susceptible de rendre compte de l'histoire d'une communauté que dans l'ordre naturel, donc paysage, flore et faune. Comme le note Théophile Gautier, dans son voyage en Espagne, je cite, « Dieu a modelé chaque pays d'une façon différente, lui a donné des végétaux particuliers et l'a peuplé de races spéciales, dissemblables de conformation, de teint et de langage. Bref, d'une diversité dont il convient de tirer avantage. » L'un des voyageurs les plus passionnés et infatigables du XIXe siècle, l'auteur de Mademoiselle de Maupin a visité l'Angleterre, la Russie, la Belgique, l'Égypte, l'Espagne, l'Algérie ou l'Italie. Il s'est érigé en âpre critique de toute homogénéisation et en grand partisan du droit à la différence.
comme le met en relief Sarga Moussa en citant un extrait du voyage en Algérie. Je cite. « Nous allions donc, au bout de quelques heures, être dans une autre partie du monde, dans cette mystérieuse Afrique, qui n'est pourtant qu'à 2 journées de la France, parmi ces races basanées noires qui diffèrent de nous par le costume, les mœurs et la religion, autant que le jour diffère de la nuit. Au sein de cette civilisation orientale que nous appelons barbarie, avec le charmant aplomb qui nous caractérise. » Fin des citations. Caché derrière l'apparente uniformité des titres, la plupart structurés selon le syntagme traditionnel voyage en suivi du nom de la destination, Gautier a recherché dans tous les lieux visités ce qui pouvait contredire les attentes et n'a jamais manqué de critiquer l'attitude conformiste de ses compatriotes. Que ce soit à travers la référence aux verges de critique et aux masques de français arbitraires du goût qu'il faut abandonner avant le départ ou au charmant aplomb sur lequel il ironise dans l'extrait cité, Gautier se montre sévère. Il adresse surtout aux Parisiens des allusions sarcastiques, mais il essaie aussi d'élargir ou d'atténuer l'acception communément admise et dévalorisante de certains termes tels que race ou barbarie. Gautier fait preuve d'une méfiance à l'égard d'une attitude qu'on qualifierait aujourd'hui d'eurocentrique ou d'ethnocentrique. Gautier a voyagé pour des raisons politiques et économiques. La moindre occasion était bonne pour se faire financer un déplacement par ses éditeurs ou ses patrons de presse. Mais avant tout parce qu'il était animé, je cite, d'un déplorable prurit du voyage, d'une passion dont on meurt, qu'il nomme aussi maladie du bleu, dans le premier chapitre du voyage en Algérie, pour mieux suggérer sa quête effrénée d'évasion. Pour Gautier, chaque voyageur se caractérise par sa propre manière de voyager. Gautier se laisse habiter par les lieux, en apprécie l'étonnante variété et se confond avec celle-ci, au point que, je cite, il oublie sa nationalité et tâche pendant quelques semaines ou quelques mois de vivre autant que possible avec les indigènes, acceptant leur cuisine, leur boisson, leur manière de fumer, de se divertir, de se transporter d'un endroit à un autre. Comme le résume Baudelaire, son esprit est un miroir cosmopolite de beauté. Ce fan esthète recherche en effet la beauté dans le moindre détail, dans le fortuit d'une rencontre, en traversant les pays comme un moderne globe-trotter. Je cite, « Là voilà ma méthode. Si je suis à Rome, je deviens apostolique et romain. Et si pour voir les Raphaël il fallait être cardinal, je me ferais cardinal. Pourquoi pas? S'assimiler les mœurs, les usages des pays que l'on visite, voilà le principe. » La variété est le maître mot des voyages de Gautier. Pour en rendre compte, je choisis de concentrer l'attention sur Voyage en Espagne, ouvrage éclectique qui, comme l'écrit James, je cite, brille du début à la fin d'une vraisemblance surchargée dans laquelle il nous semble apercevoir la plus pure essence de l'Espagne, de sa couleur, de son climat, de son expression et de sa personnalité. Certes, les clichés de l'hispanomanie romantique, déjà mis en place par Hugo, Musset ou Mérimée, ne manquent pas, mais Gautier pousse bien plus loin le propos. À côté de la description de villes touristiques comme Madrid, Tolède, Grenade ou Séville, le narrateur se laisse transporter par le rythme doux du quotidien.
Ce qui frappe à une première lecture, c'est d'abord la présence massive de termes espagnols marqués par l'italique, qui, d'une part, exotise le récit, surtout quand l'écrivain cesse de leur faire suivre la traduction française, et d'autre part, favorise l'immersion dans le folklore du territoire. D'ailleurs, apprendre la langue du pays visité, c'est le premier pas pour pénétrer véritablement sa culture et ses traditions. Des termes de dérivation espagnole s'insèrent aussi dans la syntaxe française en activant un jeu, je dirais, de polyphonie et en créant ainsi un hispanisme à la fois phonétique, visuel et sémantique. Ainsi, dans l'exemple que je vous propose ici, je cite, « Beaucoup de gens hablent dans l'idiome de Don Quichotte de Guzmán de Alfarache ». Ici, Gautier convoque simultanément le français hablé et l'espagnol hablar, en anticipant cette musicalité chaude qui animera encore plus son français une fois la frontière passée. À côté de la sonorité latine sous-jacente, abondent les termes espagnols qui se réfèrent spécifiquement à la musique folklorique. Celle-ci occupe une large place dans le récit, avec toute sa gamme de mandolines, de castagnettes, de tambours de basque, de triangles, de guitares, et avec son répertoire de sérénades, de couplets chantés par des muletiers, par des troupes d'étudiants en tournée ou par des novios. Le séjour en Espagne permet à Gautier de ressentir vivement l'importance dans la culture du pays de la danse et particulièrement des danses traditionnelles issues des nombreuses régions du pays, fascinantes et aussi diverses que l'est le territoire lui-même. Au-delà de la panoplie des bals locaux et des musiques chantées dans la rue, exécutées dans des tavernes ou sur le plateau d'un théâtre, au-delà des descriptions de la corrida, spectacle visuel mais aussi sonore, raconté dans le 7e chapitre, Gautier décrit des paysages sonores, s'attarde à répertorier les voix et les bruits du quotidien, comme dans le passage que je vais citer, concernant le Prado à Madrid, animé par les cris des marchands de rue. Je cite. On les appelle, selon leur sexe, aguadores ou aguadoras. De tous les coins de la ville, on entend leurs cris, aigus, modulés, sur tous les tons et variés de 100 000 manières. Cela dure depuis 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Ces cris ont inspiré à Bretón de los Herreros, poète estimé de Madrid, une chanson intitulée l'Aguadora qui a beaucoup de succès dans toute l'Espagne. Fin des citations. Charmé par cette musique de rue, l'écrivain est aussi captivé par le clinquant des costumes traditionnels nationaux. Toujours dans la description du Prado, cette fois-ci à propos des femmes, il note qu'elles portent rarement des chapeaux, mais très couramment la mantille, en dentelle noire ou blanche. La mantille espagnole est une vérité, dit Gautier, et agite l'éventail, ce qui les sauve du risque de l'uniformisation par le parisianisme, qu'il critique durement. Il s'attarde ensuite sur la madrilène, qui se distingue du type espagnol généralement imaginé, pour se tourner ensuite vers les manolas, un type disparu, comme les grisettes de Paris, comme les transtévérines de Rome, ou bien sur les paviegas, réputés les meilleures nourrices de l'Espagne, avec leur costume national.
Similairement, nous lisons avec plaisir la description des grenadines, des sévillanes ou des gaditanes, mais aussi de figures professionnelles, comme les cigarreras de Séville, qui accompagnent les militaires aux corridas et leur fournissent le tabac, ou de femmes appartenant à une communauté sociale particulière, comme les gitanes. Les gitans, bohémiens mi-bandits, mi-vagabonds, musiciens ambulants et surtout maquignons. Un gitan dit Gautier eût fait galoper Rocinante et caracoler le grison de Sancho, occupe une place importante dans le récit et concourt certainement à la fascination orientale que Gautier attribue à l'Espagne. Bien que la description qu'il en offre abonde en clichés, Gautier se distingue de ses confrères en littérature en faisant preuve d'un remarquable effort de compréhension et d'un souci manifeste de vérité, comme le souligne Jean-Paul Kléber. Je cite, « Ces gitanes sont les moins romantiques du XIXe siècle. Elles sont à coup sûr les plus humaines. » En effet, les gitanes de Gautier possèdent une majesté naturelle. Leur beauté sauvage stimule l'imagination artistique et, en même temps, elles détiennent une valeur anthropologique en incarnant une race non contaminée par la civilisation. Comme le note Jean-Claude Bercher dans son introduction au récit de voyage, Gautier raconte avoir eu aussi la chance de rencontrer le bon sauvage, décrit selon le modèle traditionnel rousseauiste, mais tout en invitant à une ouverture à l'autre et un effort de compréhension au-delà des préjugés, extrêmement moderne dans sa validité. Je cite un passage. « N'ayant pas à se défendre continuellement contre le climat, les jouissances du home anglais ne leur inspirent aucune envie. Favorisés par un beau ciel, ils ont réduit l'existence à sa plus simple expression. Cette sobriété, cette modération en toutes choses, leur procurent une grande liberté, une extrême indépendance. Ils ont le temps de vivre, et nous ne pouvons guère en dire autant. Je ne me suis guère aperçu de la morgue des Espagnols. Rien n'est trompeur comme les réputations qu'on fait aux individus et au peuple. Je les ai trouvés, au contraire, d'une simplicité, d'une bonhomie extrême. L'Espagne est le vrai pays de l'égalité, sinon dans les mots, du moins, dans les faits. Or, ce peuple espagnol qui sait danser, faire de la musique, profiter de la vie, représente aux yeux de Gautier le type humain dans son intégrité primitive. Mais au-delà de la richesse de cette culture populaire, le territoire espagnol aussi se donne aux yeux du voyageur dans son extraordinaire variété. Des paysages déserts évoquant d'emblée l'Orient et l'Afrique, comme ceux qui s'étendent aux confins de la Castille et de l'Andalousie, alternent avec les précipices azurés et vaporeux des Pyrénées, avec les grandes assises de marbre rouge de la Sierra Morena, ou avec les masses de granit bleuâtre de la Sierra de Guadarrama, jusqu'à rejoindre des territoires presque hors du temps et de l'espace comme Gibraltar, spectacle face auquel même l'habileté descriptive de ce peintre voyageur semble prise en défaut. Gautier se fait témoin de la biodiversité du pays visité en toutes ses formes. Des passages très beaux de son récit concernent la variété des arbres qu'il a eu l'occasion d'apprécier. Des bois d'olivier au feuillage pâle, enfarinés par la poussière, des touffes de fenouil blanchies par la chaleur en Andalousie,
Aux environs de Malaga, des aloès énormes agitant leurs coutelas, de gigantesques cactus aux palettes vert-grisées, aux tronçons difformes, se tordant comme des boas monstrueux, comme des échines de cachalots échoués. Un palmier s'élançant comme une colonne, épanouissant son chapiteau de feuillage à côté d'un arbre d'Europe, tout surpris d'un pareil voisinage, et qui semble inquiet de voir ramper à ses pieds les formidables végétations d'Afrique. Encore des cyprès, qui ne se perdent jamais de vue, sombres et immobiles dans le flot de vapeur bleuâtre ou dorée. Des lièges, ces derniers que Gautier s'était toujours représentés sous la forme de bouchons, arbres énormes qui tiennent à la fois du chêne et du caroubier pour la bizarrerie de l'attitude, la difformité et la rugosité des branches. Et des pinadas, forêts de pins, rencontrées même au sortir de Bordeaux, auquel Gautier attribue le terme d'empreinte espagnole. La fascination intense qu'exercent ces dernières lui inspire le très beau poème Le Pin des Landes, recueilli dans Espagne en 1845. Je cite: On les voit en passant par les landes désertes, vrais Sahara français poudrés de sable blanc, surgir de l'herbe sèche des flaques d'eau verte, d'autres arbres que le pin, avec sa plaie au flanc. Car, pour lui dérober ses larmes de résine, l'homme, avare bourreau de la création, qui ne vit qu'aux dépens de ceux qui l'assassinent, dans son tronc douloureux, ouvre un large sillon. Or, les descriptions de la faune côtoient celles de la fleur. L'âne castillan, par exemple, a la mine plus philosophique et plus délibérée que l'âne turc. Il sait, je cite, qu'on ne peut se passer de lui, qu'il est de la maison. Il a lu Don Quichotte et se flatte de descendre en droite ligne du célèbre Grison de Sancho Panza. Gautier mentionne aussi des chiens pur sang et d'une race superbe, des grands lévriers dans le goût de Paul Véronèse. Il décrit ensuite les beaux chevaux de ces andalous sur lesquels se pavanent les merveilleux de Madrid. Et Gautier dit en avoir vu un qui était rose, comme une rose du Bengale glacée d'argent et d'une beauté merveilleuse. Il décrit aussi les caméléons, une espèce de lézard ventru de 6 à 7 pouces plus ou moins, avec une gueule démesurément fendue. Et fasciné par l'étendue de leur palette chromatique, du gris d'ardoise à l'écarlate, d'un brun roussâtre à un beau vert, et par le fait que, je cite, le spleen en personne crèverait de rire à contempler leur contorsion, le poète décide d'en acheter 2. Finalement, en pleine mer, ayant à droite l'Afrique et à gauche l'Europe, il se réjouit de la variété de l'écosystème marin en admirant des oiseaux de mer d'une blancheur de neige raser l'eau du coupant de leurs ailes, des thons, des dorades, des poissons de toutes sortes, lustrés, vernissés, étincelants, faisant des sauts, des cabrioles et folâtrant avec la vague. Avec sa prise en compte des territoires naturels et sociaux de l'Espagne, le feuilletoniste a rédigé avec sérieux, pendant 2 mois, des articles susceptibles de satisfaire son lecteur cultivé, soucieux de se divertir et de s'instruire, grâce à sa plume capable de transmuer même une scène banale en un tableau multisensoriel inédit. S'il est irréfutable que Gautier était en proie à une attraction irrésistible vers l'hispanisme et l'orientalisme, s'il est certain qu'il est tombé dans le piège des clichés, des topoïs de l'époque, comme celui du périple dangereux dans une terre encore habitée par les brigands, le poète a su aussi échapper aux repères tout tracés et conventionnels du canon européen du XIXe siècle et redéfinir l'expérience de l'ailleurs
sous le signe de l'ouverture au divers. Il en résulte une Espagne authentique, en grande partie mauresque et africaine, mais aussi chaude, vivace, rouge et goûteuse comme la soupe que Gautier décrit, bien loin de sa caricature bourgeoise si largement développée. Véritable guide de voyage, l'écrivain nous laisse pénétrer ses mystères, ses parfums, ses bruits, jusqu'à ce que nous nous fondions, je cite, comme un atome dans cette immensité. L'étonnante biodiversité dont on parle aujourd'hui et à laquelle le colloque présent est consacré, d'un pays si proche de nous et si incroyablement inconnu, est tout inscrite dans ce récit de voyage du XIXe siècle, comme le sont les démarches fondant le slow tourisme. Gautier nous invite par exemple à rester longtemps dans le pays visité, à nous laisser bercer par l'allure du quotidien, ou bien l'écotourisme. Gautier nous fait apprécier le plaisir de coucher chez les locaux et d'adopter leurs coutumes. Encore plus actuelle et intéressante est l'alarme lancée par l'auteur contre le risque d'une vague uniformisante dont l'impulsion pourrait amener une réduction à l'homologue et la perte des diversités qui font le propre de chaque culture et de chaque territoire. Se faisant le porte-voix d'un carpe diem aux résonances actuelles, Gautier s'oppose à la modernisation des villes. Il dénonce par exemple le goût Rivoli avec son lot de démolitions et de rues à arcades. Il déplore la mode parisienne qui efface l'originalité bariolée du costume et la beauté d'une physionomie authentique. Comme il avoue, avec son ton typiquement sentimental, mais aussi convaincant, je cite, « C'est un spectacle douloureux pour le poète, l'artiste et le philosophe, de voir les formes et les couleurs disparaître du monde, les lignes se troubler, les teintes se confondre, et l'uniformité la plus désespérante envahir l'univers, sous je ne sais quel prétexte de progrès. Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles. » Et c'est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité. Voici en conclusion le but des voyages et des récits de voyage de Théophile Gautier. Réenchanter le monde en le regardant et le donnant à voir sous une perspective différente par la recherche privilégiée de ce que l'on ne voit pas habituellement quand on part en voyage. Gautier se plaît à découvrir à l'étranger, je cite, « ce que les autres voyageurs ne voient pas ou ne veulent pas voir ». Comme il le constate avec une tonalité tragique dans un passage de son voyage en Espagne, je cite, « Un des grands malheurs de la vie moderne, c'est le manque d'imprévu, l'absence d'aventure. Encore un siècle de perfectionnement et chacun pourra prévoir à partir du jour de sa naissance ce qui lui arrivera jusqu'au jour de sa mort. La volonté humaine sera complètement annihilée. Il deviendra impossible de distinguer un russe d'un espagnol, en anglais d'un chinois, en français d'un américain. Alors, un immense ennui s'emparera de l'univers et le suicide décimera la population du globe, car le principal mobile de la vie sera éteint, la curiosité. L'enjeu est nettement posé. On retrouve ici l'inquiétude régnante aujourd'hui, ce que Roger Haim avait évoqué sous le nom de l'angoisse de l'an 2000, mais qui nous rejoint et nous étreint sous le nom d'angoisse du XXIe siècle. Envers ce tissu vivant de la planète que l'on nomme biodiversité. Comme le dénoncent Elena Casetta et Julien Delors, il ne faut pas retenir ce terme comme un vulgaire mot de passe, ni un étendard que l'on afficherait hypocritement tout en continuant le grand massacre, mais comme un métaconcept passeur d'un humain à l'autre, d'un écrivain du XIXe siècle à nous,
promouvant l'invention d'une nouvelle façon de regarder la Terre, d'habiter la Terre. Comme le dit Maxime Ducamp à l'adresse de Gauthier, cher Théophile, regardons autour de nous. Merci. Merci.